Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Les titres. Du côté du Cameroun, c'est tout simplement l'armée camerounaise qui vient donc tout simplement de frapper fort avec un bilan. Et il faut donc la société civile donc également à noter. Tel donc le bilan succinct. Il y a une nouvelle trouvaille. Il s'agit bien sûr du diamant découvert justement de côté de Bougouni. Agrandir la richesse du sous-sol malien, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui attire les convoitises occidentale. Comme annoncé du côté bien sûr du Mali, ça se passe du côté de Bougouni. C'est une ville située donc à une centaine de kilomètres de la capitale Bamako, plus précisément dans le sud-ouest de cette partie. Madou Mining a donc touché du doigt des graines de diamant Bongo Tiemala, localité justement de Bani Monossié, c'est dans le Bougouni, dans la région de Sissako. Ce résultat vient ainsi renforcer le potentiel minier du Mali. Après donc l'or, le pétrole, le gaz, l'espoir d'un gisement de diamants dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest n'est plus loin. Après donc 3 mois de travaux d'exploration, la société d'exploitation minière a donc découvert le précieux métal blanc à Bongo Tiemala, région du Bougouni. Et donc la société de l'opérateur Mamadi Doucouré compte désormais installer la première mine d'exploitation de diamants au Mali, plus précisément dans la localité de Bani Monossié, une lueur d'espoir pour tout le Mali en général. Mamadi Doucouré et son service technique ont par ailleurs signalé dans un environnement dominé donc par des firmes internationales. Il faut le dire, Mamadi Doucouré ne peut compter que sur le soutien et l'accompagnement du gouvernement de la transition, dont le cheval de bataille est la refondation et la restauration de la souveraineté du Mali sur tous les plans. Il faut noter que cette découverte intervient donc après celle d'autres ressources naturelles au Mali, comme le pétrole et l'hydrogène naturel. Nous sommes à présent qui a donc entamé une tournée dans le pays. Et donc à la suite de cette tournée, il s'est rendu du côté. Le président Mohamed Bazoum a donc appelé le Burkina Faso et le Mali à une fédération d'énergie pour éradiquer le mal. Le chef d'État du Niger a donc en tournée, nous le disons plus haut, dans l'ouest du pays. Et notamment hier jeudi 9 juin, il a déposé ses valises à Terra, cette ville qui gère le Niger. La région de Terra est dangereusement affectée par le terrorisme et le président Bazoum en est bien conscient. Et donc, à en croire le chef d'État, cette zone des 3 frontières n'est faite que d'espaces occupés par les terroristes, ce qui rend donc difficile le travail que doivent abattre les forces de maintien de l'ordre. Une situation qui a contre le terrorisme. Et puisque nous parlons d'insécurité du Burkina Faso, où l'insécurité bat son plein, et donc un dernier bilan fait état justement de 2 morts et de 5 blessés à la suite bien sûr de la province de Yatenga. Il faut le dire, cet autre attentat intervient donc seulement 2 jours après les tirs d'obus du côté bien sûr de la mine d'or de Bungu. Voici le récit de Fotso. 19 juin. Les assaillants ont également tiré sur les bâtiments et des véhicules. Les premiers bilans font état de 2 morts et que tous les travailleurs de la mine ont été évacués à Ouaïgouya, chef-lieu de la province du Yatenga. La direction de la mine, elle, a dans un communiqué confirmé le bilan de 2 morts, un employé de la mine et un soldat du 12e régiment d'infanterie commando. Elle a par ailleurs suspendu ses opérations pour se concentrer sur la sécurisation des employés, sous-traitants et du site. Le lundi 7 juin, une autre mine d'or à Bongo avait été visée par des tirs d'opus. Le Burkina Faso depuis 2015, une situation qui a entraîné 2000 décès et le déplacement de 1,8 million de Burkinabés. Et nous parlons de toute autre chose à présent dans ce journal de politique qui nous conduit directement du côté du Nigeria où nous évoquons justement le prochain scrutin présidentiel avec bien sûr les différents candidats qui sont d'ores et déjà connus. C'est le cas par exemple il s'agit bien sûr de Monsieur Bola Tinubu qui a donc été porté à la tête de cette formation politique au pouvoir pour le prochain scrutin présidentiel. Et donc face
face à ce candidat, il aura bien évidemment Atikou Abubakar, par ailleurs candidat également principal du parti de l'opposition. Un duel donc qui s'annonce plutôt hot du côté bien sûr du Nigeria. Ils ont tenu à remercier tous les participants et surtout les sympathisants membres de sa formation politique. Inès Bala revient justement sur cette victoire. Le parti au pouvoir de la République du Nigeria a désormais son candidat. Aussi influent que controversé, Bola Ahmed Tinubu a été désigné le mercredi 8 juin 2022 candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2023. À 70 ans, Ahmed Tinubu a reçu 1271 votes, soit plus de la moitié que des 2322 des délégués du parti provenant. La victoire de Ahmed Tinubu ne surprend personne, car mardi soir, alors que la convention suivait bien son cours, 6 autres candidats se sont désistés en sa faveur. Ancien sénateur, ensuite gouverneur de Lagos, le chef historique du parti au pouvoir convoite désormais la plus haute marche. Se présenter à la présidence est une chose difficile. La compétition acharnée et audacieuse que vous avez menée a renforcé notre parti et m'a rendu meilleur. Je suis un homme meilleur, je suis humble et reconnaissant envers vous. Tels ont été les propos d'Ahmed Tinubu dans sa prise de parole. Surnommé le parrain ou encore le faiseur de roi, ce dernier s'est aussi adressé à ses opposants avec fermeté. Ceux qui m'ont soutenu de l'APC, honte à eux. Notre parti est vivant. Un autre parti de la démocratie populaire, par ailleurs principal parti de l'opposition au Nigeria, a choisi Atikou Abubakar comme candidat à l'élection 2023. Âgé de 75 ans, l'ancien vice-président se présente donc pour la 6e fois. Et nous allons rester dans le même sillage politique et parlant justement des formations politiques. Ça se passe cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire où justement l'entrée en scène du Front patriotique panafricain, le nouveau parti politique créé donc par les étudiants justement dont le lancement officiel a donc eu lieu, c'était en début de cette semaine. Reportage de notre correspondant Gaba Jules depuis Abidjan. A tenu sa toute première conférence de presse à Abidjan pour la présentation officielle de son parti politique. De créer un parti politique le 20 novembre 2021 en vertu de la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques afin de tenir le flambeau de la révolution que nos pères ont activé la flamme qui se nomme Front patriotique panafricain, en abrégé FPP, veut promouvoir le panafricanisme dans l'optique de mener avec les autres peuples d'Afrique le combat pour l'indépendance politique, économique, éducative, culturelle, spirituelle, mais le Libyen Muammar Kadhafi. Le FPP a décidé d'opter pour une ligne idéologique, notamment socialiste, panafricaine et en sécurité des populations sur tous les plans, promouvoir le progrès économique, le développement, l'intégrité, la dignité, d'autre part, promouvoir le panafricanisme dans l'optique de mener avec les autres peuples d'Afrique le combat pour l'indépendance politique, économique, militaire, éducatif, culturel, spirituel, mais aussi et surtout mener le combat des États-Unis d'Afrique. Notons que le parti de Dabé Nobo veut améliorer les conditions de vie des populations, promouvoir le progrès économique, le développement, l'intégrité et la dignité. Centrale, il y a lieu de le rappeler. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle président Faustin Archange Touadéra. Il s'agit du groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 centrafricaine. Elle compte mobiliser, qui permettrait ainsi à celui-ci de briguer un 3e mandat. Le G16 pense que le gouvernement devrait agir. Résurgence des groupes armés sont des priorités auxquelles le gouvernement doit s'attaquer plutôt que de s'attaquer à la question de la modification de la Constitution que, in fine, ne changera rien au quotidien. Organisation proche des autorités dans l'espace public, car cette réforme est tout simplement une inspiration malencontreuse de certains proches du pouvoir et donc qui ont certaines choses à se reprocher et qui veulent pousser le chef de l'État à la faute. C'est du moins ce que pensent justement les membres de cette nouvelle coalition Touadéra.
On reste en Afrique centrale, au Cameroun, pas très loin de la République centrafricaine. Et là, nous sommes bien sûr dans la crise de Cameroun. Et cette fois-ci, le cap est mis ailleurs. Ce sont tout simplement les emblèmes nationaux qui sont donc pris pour cible cette partie du pays, notamment du côté de Manfé, où justement un hôpital a donc été pris pour cible par des flammes dirigées directement. Ainsi, ce bâtiment, notamment 9 bâtiments appartenant à cet hôpital. Mais bien avant quand même la cible qui n'est autre que cet hôpital, il y a eu des églises Cameroun, des attentats justement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des attentats de trop. Voici tout simplement l'analyse de Ntiama. La guerre est terrible, que les conséquences peuvent être innommables. La plus terrible reste le sacrifice humain. Alors, on installe la peur, le doute, le besoin de soutien de les écoles, si ce n'est les hôpitaux. Ces institutions subventionnées se veulent être des creusets sociaux. Et pourtant, elles sont en haute sensibilité, les cibles, les tensions sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Attaquer une école en devient même banal, tant le nombre d'établissements victimes d'assaut a franchi le seuil de l'intolérable. Le collège Mère Francisca de Kumba en 2019 et un enseignant tué. L'école primaire publique de Moliko à Boya et le collège catholique Queen of Rosary à Manfé. Le lycée de Fundong, l'école protestante de Kumbo. L'établissement a fait 4 morts en 2020. Ils se sont attaqués à un hôpital avec des personnes malades ou déficientes. Et non, l'horreur pouvait aller encore plus loin. Au Cameroun, la religion occupe une place de choix. Alors, quand les séparatistes ont décidé de prendre pouce camerounais, pourquoi ce mode opératoire? Dans quel cri de Manfé? Suite à des échanges dont l'incident s'est produit. Un défense et le groupe sur qui a été commise l'atrocité. Elle ainsi au calme dans la division de la Magnou. Les 45 patients de l'hôpital au moment de l'incident ayant été transférés avec succès à l'hôpital militaire de Manfé. La peur, les pleurs, quand même, les lieux de refuge sont assaillis. Que reste-t-il aux populations? Depuis plus de 6 ans, cette guerre ne trouve plus de solution. Mais si la guerre c'est l'absence de paix, pour en sortir il faut accepter la paix. Les deux parties le veulent-elles vraiment? Le prix des vies de nos compatriotes n'est-il pas suffisamment lourd? Le Cameroun de nos ancêtres n'a pas de place paix dans leur cœur pour la postérité. Et nous restons justement au Cameroun. Il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle, comme annoncé en titre. C'est donc l'armée camerounaise qui affiche un bilan plutôt positif, dont la lutte contre la... On affiche quand même 800 terroristes, plus de 800 terroristes qui ont donc été neutralisés par ces forces du maintien de l'ordre dans la région de l'extrême nord. Combattants de la secte islamiste réintégrés donc dans la société civile. C'est donc le bilan dans cette partie, le bilan explosif, on va le dire ainsi, dans cette partie du Cameroun, une unité conduite donc par le général Bouba Dobé Créyo et qui a également... Après 75 jours de bataille et de résistance, les forces multinationales mixtes du Cameroun sont de retour, avec un bilan aussi satisfaisant. Baptisé Lake Samiti, la mission avait pour but de débusquer et de neutraliser les terroristes qui, depuis plusieurs années, sèment le trouble dans cette partie reculée de l'extrême nord du Cameroun. Il aurait fallu plusieurs jours à l'armée camerounaise pour imposer sa puissance militaire. Au sortir de cette farouche bataille, l'on dénombre un bilan aussi satisfaisant qu'explosif. Plus de 800 terroristes neutralisés par attaque directe, une quarantaine de véhicules et de motos, sans oublier 17 engins improvisés, servant ainsi de moyens de transport saisis. Et près de 5400 otages du côté nigérien, ces troupes, mais également les populations pour leur contribution en renseignement prévisionnel. Jusqu'ici, l'armée camerounaise aura infligé la plus nationale mixte en 2015. Et nous sommes à présent du côté de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, justement, qui fait les choux gras des médias, notamment en Afrique australe, avec le président sud-africain qui a donc décidé ainsi de suspendre Zuma. Et dont la charge lui revient justement de mener toutes les enquêtes relatives, bien sûr, aux affaires de corruption du côté de l'Afrique du Sud. Et donc, le 9 juin, l'actuel président Cyril Ramaphosa a donc tout simplement décidé de suspendre cette dernière, il faut le rappeler, qui implique fortement l'actuel chef de l'État,
c'est connu donc de tous du côté de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est donc accusé de vol, mais également de séquestration de ses présumés cambrioleurs dans sa ferme. Et donc, Madame Paille nous en dit plus sur cette affaire. Le chef d'État sud-africain a suspendu jeudi la médiatrice de la République, Busisiwe Gwepane, nommée à la tête du principal organe chargé de la lutte contre la corruption par l'ex-président Jacob Zuma et régulièrement accusée de partialité, a indiqué la présidence. Busisiwe Gwepane a déjoué ces dernières années plusieurs tentatives pour la démettre de son poste. Le Parlement a ouvert le mois dernier une procédure de destitution. Le président Cyril Ramaphosa a décidé de sa suspension jusqu'à ce que le Parlement se prononce. C'est une enquête publique visant Cyril Ramaphosa. Ces dernières années, Busisiwe Gwepane la base de vagues accusations de violation de l'éthique. Rappelons que l'actuel président de l'Afrique du Sud, âgé de 69 ans, est accusé d'avoir dissimulé à la police et au fisc un cambriolage. 8 millions d'euros en espèces ont été trouvés cachés dans du mobilier. Une plainte a été déposée la semaine dernière par l'ex-chef du renseignement, Arthur Fraser, qui avance que le président aurait payé les malfaiteurs pour leur silence. Le président qui a nié avoir jamais volé d'argent à quiconque a dénoncé jeudi au Parlement de présenter ou non Cyril Ramaphosa comme candidat pour un second mandat à la présidentielle de 2024. Il faut le dire. Et nous parlons à présent du Mozambique, élu donc au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au même titre que les autres cas de janvier 2023. Il s'agit, on le disait encore, du Mozambique, du Japon, de l'Équateur, de Malte et de la Suisse. Ils ont été donc élus à New York, aux États-Unis, par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était bien sûr le 9 juin. Et donc, un siège de plus pour l'Afrique qui est pourtant spectatrice, il faut le dire, des décisions cruciales prises donc par les Nations Unies. L'Afrique donc au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais pour quel impact? Kwechu nous donne une réponse. Le Mozambique représentera l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU en 2023 et 2024. L'Assemblée générale des Nations unies, réunie ce jeudi 9 juin à New York, aux États-Unis, a élu, avec 192 voix sur autant de pays votants, ce pays du sud de l'Afrique, qui occupera le siège réservé à l'Afrique au sein de l'instance onusienne à compter du 1er janvier 2023. Élu pour 2 ans, les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, que rejoint le Mozambique des populations. Il est cependant reproché au Conseil de sécurité de membres permanents que sont la France, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, et qui ont droit de blocage sur la résolution des conflits en Afrique. A priori aucun, simple question de représentativité donc. Le Ghana, encore en cours de mandat dans l'instance onusienne, a né à sa 3e participation comme membre, tout comme le Gabon. L'échec dans la résolution de multiples conflits localisés à travers l'Afrique et le monde traduisent l'échec des Nations Unies dans leur mission régalienne et justifient peut-être le peu de considération accordée au vote de pays africains à des postes qui leur confèrent un pouvoir folklorique. De la culture dans cette édition culturelle et donc de nombreux artistes africains poursuivront donc durant ce week-end des tournées européennes, notamment Tenor, Fally Ipupa, Fanico et bien d'autres. Et donc au Cameroun, le Botch Bonanjo vibrera au rythme des mélodies africaines à travers le concept West Africa. Plus de détails dans cet agenda culturel que signe Moutou. Ce début de week-end, c'est la fièvre des spectacles. Du côté de l'Europe, Happy de Foulane continue sa tournée européenne. Ce 10 juin, il enflammera la Villa 55 à Lyon. Tenant l'humoriste ivoirien Patson vous convie à un one-man show explosif au Théâtre La République. La première partie du one... L'Aigle d'Afrique Fally Ipupa vous convie à une incroyable soirée à Dubaï.
L'artiste béninois Fanico donnera un spectacle au Vendôme à Paris. Ah, c'est le tonton des tontons. Ici Fanico de Jésus, on se retrouve au Vendôme. Rue de nous, ne rate pas l'occasion, mon frère. Le beau des beaux. Tu connais, on est ensemble. Au Cameroun, à Douala, l'artiste Armand Gadi invite tous les Doualais à un concert à l'Institut français dès 19h. Le 11 juin, Miss Taléo ne manquez pas la finale de la 5e édition de Miss Handicap Cameroun 2022 au Crystal Palace à Douala. Pour sortir de ce week-end, le restaurant Boch de Bonanjo vibrera au rythme des mélodies africaines à travers le concept Show West Africa. Un voyage musical avec des plus belles mélodies des légendes africaines telles que Salif Keita, Mori Kanté et Angélique Kidjo. Excellent week-end. En sport, une seule actualité, nous parlons des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec justement ce match qui a opposé le Cameroun, bien sûr, au Burundi. C'était dans la journée du 9 juin, justement, dans le groupe C. Loin donc de ce résultat, c'est plutôt la sortie virulente du président. Car les réseaux sociaux, l'on peut entendre et voir Samuel Eto'o s'exprimer autant pour moi son mécontentement à l'endroit, bien sûr, des joueurs de la sélection nationale du Cameroun. Une sortie commentée dans cet élément de Nguéni. J'ai pris cette place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des... Qui ont fait le tour du continent, voire de la planète. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle on peut clairement voir et entendre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, exprimer son courroux vis-à-vis des joueurs de la sélection nationale du Cameroun à l'issue de la rencontre face au président voulant outrepasser ses fonctions bien au-delà des limites du possible. Il faut bien pouvoir noter que Samuel n'était pas forcément dans son rôle, surtout, et là je le précise, il faut faire la précision vaut la peine, et quelque part ça remet aussi en question, ça met en cause l'autorité du coach, l'autorité du sélectionneur qui à un certain moment se dit que lui n'a plus de place, parce que voyez-vous, quand un président des fédérations vient tenir ce genre de discours, un discours qui, en principe, si on est dans un monde vraiment professionnel, de chez professionnel, un discours qui reviendrait en principe au sélectionneur, quand tu le tiens comme ça, devant un sélectionneur lui aussi médusé, ça vient quelque part montrer que, au fond, au Cameroun, d'abord le vestiaire n'a plus de secret, ensuite, le boss même du vestiaire, ce n'est plus forcément l'entraîneur, mais plutôt le président de la fédération. 24 heures après, l'ensemble de cette tanière dans laquelle certains joueurs se sont érigés au rang de sénateurs avec des titres fonciers qu'il faut très rapidement retirer avant le mondial. Et qui de mieux pour le faire que Samuel Eto'o? Oui, on peut le voir ainsi, effectivement, et se dire que c'est un message fort que Samuel envoie là à l'endroit des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, eu égard de la rencontre qu'il avait aujourd'hui en se disant que réellement, les joueurs n'ont pas forcément joué à leur meilleur niveau pour la plupart, et que collectivement, ils n'ont pas mouillé le maillot suffisamment, et que lui, en tant que président de la fédération, n'a pas été satisfait de ce qu'il a vu en termes de prestations, notamment avec dans un coin de la tête l'objectif qui est l'objectif commun à tous les Camerounais aujourd'hui, la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Donc, de ce point de vue, Samuel a essayé de faire une sorte de piqûre de rappel à ses joueurs, une sorte de réveil pour leur dire que voilà, si on veut aller loin en Coupe du Monde, il faut qu'on fasse bien mieux que ce qu'on a vu là aujourd'hui. Surtout soigner leur efficacité offensive, autant de chantiers sur lesquels les Camerounais seront scrutés de près lors de la prochaine fenêtre FIFA. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du journal sur For You Télévision. Vous avez été nombreux à être des nôtres. Restez tout simplement scotchés sur les programmes de For You. Bonsoir.